Bonjour à tous. Merci d'être présents à notre colloque annuel. Ça fait plaisir de voir la salle, j'allais dire, presque pleine, non plus que pleine. On a eu une affluence de demandes et on a été amené à refuser un certain nombre de personnes, ce qui est bien dommage, mais voilà, vous êtes là aujourd'hui et c'est le principal. Donc ce colloque, comme vous l'avez vu, il est dédié à l'intelligence artificielle. L'idée, c'est de voir, à travers quelques exemples, comment l'intelligence artificielle commence à irriguer les domaines qui nous intéressent, l'agriculture et les biotechnologies. Et puis, au cours de la table ronde qui clôturera la journée, c'est un petit peu de voir le futur, comment, finalement, quels nouveaux outils et pour faire quoi. Donc, voilà, on essaiera de discuter ça avec les membres de la table ronde et puis aussi avec la salle. Et juste avant de laisser la parole à Michel pour qu'il présente en quelques mots l'Académie d'agriculture de France, juste trois infos. L'AFBV a élu, nommé, ou je ne sais pas comment dire, mais un président d'honneur qui est Georges Pelletier. Je pense que tout le monde dans la salle connaît Georges, ses contributions scientifiques, mais aussi sa contribution finalement à faire de l'AFBV ce que l'AFBV est aujourd'hui. Donc on a souhaité pérenniser finalement l'implication de Georges dans la vie de l'AFBV. Et donc on l'a élu président d'honneur à notre Assemblée générale du printemps. Et ce colloque, finalement, de 2025, lui est tout spécifiquement dédié. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, si vous suivez un peu l'actualité, et en particulier celle qui nous intéresse, qui nous mobilise beaucoup aujourd'hui, c'est celle du projet de réglementation des NGT qui est débattu au sein de la Commission européenne et puis maintenant qui comme vous le savez, fait l'objet de discussions animées au sein du trilogue. Alors, le peu d'actualité justement des dernières semaines, voire peut-être des derniers mois, au moins jusqu'avant l'été, pourrait laisser penser qu'il ne se passe rien et que finalement, au sein de la Commission européenne, vous savez qu'il y a des sujets qui les préoccupent beaucoup et que c'est passé en deuxième plan et que puis finalement le projet pourrait comme ça s'éteindre tout doucement par manque d'attention. Alors pas par manque d'attention de notre part, on est très vigilant à ça, comme d'autres acteurs, en particulier nos partenaires européens. On continue finalement à interagir beaucoup avec un certain nombre d'acteurs et en particulier des acteurs au sein de la Commission européenne. Et puis, il continue à y avoir du travail de fait au sein du trilogue, production de documents sur lesquels on est régulièrement amené à se prononcer, à interagir, à apporter des modifications, des précisions. Donc voilà, le travail se continue. On peut espérer qu'il finisse par aboutir par une proposition de règlement par le trilogue et qui puisse être adopté, alors on l'espère le plus rapidement possible. Et le plus rapidement possible pour nous, alors ce ne sera probablement pas avant la fin de l'année, vu le temps qui reste, on n'imagine pas qu'il y arrive, mais au moins au premier semestre de l'année 2026. Comme vous le savez, en parallèle du colloque, on tiendra une conférence de presse et le message principal qu'on souhaite faire passer au moment de cette conférence de presse, c'est « il y a urgence ». Et c'est aussi dans l'édito du dernier numéro de BVI. Il y a urgence. Le monde entier utilise ces technologies-là et on voit de plus en plus finalement d'utilisation de ces outils pour de l'amélioration variétale sur tout un tas d'espèces et tout un tas de caractères. Il ne faudrait pas qu'en tergiversant, l'Europe passe à côté et finalement soit plus dans le jeu. Je reprends une expression récente d'Hervé Pilot, mais je pense qu'il y a vraiment urgence à avoir ce règlement et puis qu'on puisse dire aux gens, vous pouvez investir du temps et de l'argent dans l'utilisation de ces technologies pour l'innovation variétale. Donc ça, c'était le message. Et le dernier, ça concerne l'association. Une association comme l'AFBV fonctionne parce qu'il y a des bénévoles qui la font fonctionner. Mais ça, elle s'appuie sur un réseau d'adhérents.
Et finalement, la légitimité de l'AFBV, elle tient aux compétences voilà, des gens qui l'animent, mais elle tient aussi beaucoup à son réseau d'adhérents. Donc le message, et il était joint, je pense, dans le bulletin d'adhésion, c'est adhérer à l'AFBV. Si vous partagez nos idées et nos objectifs, bien sûr, mais si vous êtes là, c'est qu'au moins vous en partagez une partie. Mais adhérer, parce que quelque part, voilà, on voit bien que le poids qu'on peut représenter, il s'appuie sur les arguments qu'on avance, mais aussi sur la légitimité qu'on a à les porter. Et la légitimité, c'est aussi le nombre d'adhérents. Et puis, il faut renouveler les adhérents. Voilà, il y a des adhérents souvent historiques, ils avancent en âge et il y a besoin de renouveler, de régénérer et de faire en sorte que l'AFBV puisse continuer à vivre. Et puis, dans la salle, je vois beaucoup de têtes jeunes, beaucoup d'étudiants. Voilà, c'est important de faire vivre l'AFBV, parce que c'est celle qui nous concerne aujourd'hui, les associations. Et puis, Michel parlera finalement aussi de l'académie, voilà, qui est aussi une structure avec laquelle, qui a besoin d'interagir avec les nouvelles générations. Donc, le message, essayez de penser à remplir le petit bulletin d'adhésion. Le coût est quand même très, très modéré, mais par contre, l'importance de chaque adhésion, elle est extrêmement importante. Donc, voilà, c'est les quelques messages que je voulais passer. Et puis, je vais laisser la parole à Michel, et puis après, on commencera finalement réellement le colloque. Oui, bonjour. Donc, l'Académie d'agriculture de France, dont je suis le président 2025, est absolument ravi d'accueillir le colloque de l'Association française de biotechnologie végétale. Alors, c'est une association que je connais bien depuis le début, donc pour y avoir été associé moi-même bien avant d'être membre de l'Académie d'agriculture de France. Donc, quelques mots sur la maison. Donc, vous allez forcément vous laisser distraire par les noms qu'il y a sur les murs. Alors, c'est pas les noms des rues de Paris, c'est pas les noms des... un peu quand même, ou des stations de métro, ou des places, etc. C'est le nom de tous les académiciens titulaires depuis la création de l'Académie en 1761. Donc, en fait, quelques mots sur la naissance de l'Académie. Donc, avant l'Académie, en région francilienne, parce que bon, la France effectivement était un pays, mais était un pays un peu compliqué, un peu morcelé. Mais vous le savez peut-être pas, mais dans les années 1700-1750, il y a eu ce qu'on appelait une bulle froide, et donc les températures étaient particulièrement gélives, donc longtemps dans l'année. Et donc, même si on était sur des populations, donc au niveau du blé, etc., les rendements étaient très très faibles, et donc la production également. Et donc, on a été dans une période extrêmement difficile pour la population, famine, épidémie, etc., etc. Et donc, les associations d'agriculteurs, si on peut appeler ça comme ça, étaient pas du tout au point. Donc, en fait, l'abbé Bertin, qui était intendant de Louis XV, donc a décidé, sous l'égide de Louis XV, bien entendu, de créer une académie royale d'agriculture. Donc en 1761, et donc vous avez les noms autour de la salle. 1761, c'est le plus à droite de moi, et donc là vous allez retrouver Jussieu, Buffon, Duhamel du Bonceau, etc. Donc les premiers, on va dire, grands savants, si je puis dire, qui ont été réunis par Bertin, avec Bertin lui-même, donc pour essayer de regarder pourquoi l'agriculture était aussi problématique, et donc pour l'alimentation humaine. Bien. Donc, après, ça s'est déployé. Donc, en fait, depuis le début, la mission de l'Académie d'agriculture, c'est éclairer le débat public. Donc, ne vous attendez pas à voir des prises de position immédiates de l'Académie d'agriculture de France. C'est pas comme ça qu'elle fonctionne. Donc, elle s'empare d'un sujet, par exemple, récemment, la loi du plomb. Et donc, à travers ce sujet, qui est un sujet extrêmement important, bien entendu, pour l'agriculture française. Les académiciens, dont je vais parler brièvement après, vont se réunir autour d'un groupe de travail, et à travers les connaissances qu'ils ont et qu'ils peuvent acquérir, bien sûr, dans la littérature, les métadonnées, etc., mais aussi leur expérience, parce qu'en fait, les académiciens
au niveau de l'agriculture, c'est pas seulement des scientifiques, il y en a, mais il y a également des agriculteurs, il y a également des industriels de l'agroalimentaire, de l'agriculture, hein, donc des engrais, etc., des hauts fonctionnaires de l'État. Donc on va dire qu'on couvre un peu tous les métiers possibles et imaginables du monde de l'agriculture. Et quand je dis l'agriculture, c'est l'agriculture, donc les productions végétales, c'est la forêt, c'est l'élevage, c'est les sciences humaines et sociales, c'est l'alimentation humaine et animale, c'est les sciences politiques. Donc effectivement, on retrouve là pratiquement toutes les disciplines que vous retrouvez dans les institutions type INRAE, CIRAD, etc., voire au-delà. D'accord ? Bien, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, ici, vous avez un ensemble de consoeurs et confrères, parce que c'est comme ça qu'on s'appelle, qui, on va dire, sont organisés en 10 sections, qui vont collaborer, coopérer, discuter autour de sujets communs. On vient de soumettre un rapport auprès des tutelles sur le foncier. Vous savez que le foncier agricole, c'est un vrai casse-tête, hein, donc effectivement, c'est un très très beau rapport qui a été fait par des collègues tout à fait compétents. Et par le passé, hein, puisqu'on est réunis avec la FBV aujourd'hui, par le passé, Paul Vial et Bertrand Hervieux, que beaucoup d'entre vous connaissent, avaient coordonné ici un rapport qui aboutit à un avis sur les biotechnologies végétales qui avait été transmis à Bruxelles. Comme il y a beaucoup d'académiciens qui sont à la FBV, donc effectivement, il y avait eu pas mal, on va dire, de coopération et de couplage entre la FBV et l'Académie autour de ces sujets-là. Et donc, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que aujourd'hui, vous allez parler de IA, hein, et donc et de IA, biotechnologie, amélioration des plantes, et l'Académie a ouvert, on va dire, une formation sur l'IA générative, et donc en fait il y avait 50 confrères et consoeurs, moi j'ai pas pu y participer, qui ont suivi cette formation qui s'est terminée la semaine dernière, et donc avec un fort enthousiasme, et donc bon, évidemment ça veut dire qu'on est en phase, hein, donc l'Académie d'agriculture de France et la FBV et d'autres structures, et en ce moment on a un groupe de travail donc sur semences, biotechnologie et propriété industrielle. Donc au sein de l'Académie, avec certains d'entre vous, je vois André Gallet qui est là, donc qui participe à ce groupe. Donc effectivement, vous voyez qu'il y a une respiration entre des sujets qui sont traités à l'Académie d'agriculture de France et également donc à la FBV. Bien sûr, on ne fait pas que ça, hein, donc je vous ai parlé du foncier, je pourrais vous parler de faut-il développer l'élevage intensif, hein, c'est un des éléments de la loi du plomb, hein, donc pouvoir intensifier l'élevage, etc. Donc tout ça, c'est des sujets que l'on traite ici à l'Académie, et je vous invite à y regarder, puisque donc on a un site web qui est en pleine évolution, qui va être extrêmement interactif, là, qui devrait arriver bientôt avant les vœux de l'année 2026. Hein. Et donc vous pouvez le consulter d'ores et déjà, bien entendu. Et là, vous allez voir toutes les séances qui sont gratuites, bien sûr, du mercredi après-midi, et toutes les actions, etc., etc. Je voudrais juste terminer par vous dire qu'on a un fonds bibliothécaire de 60 000 volumes ici, hein, donc c'est un fonds extraordinaire qui est en train d'être numérisé sous la houlette d'André Fougeroux. Et donc, dans ce fonds, le document le plus ancien date de 1640, et je le signale parce que ça amuse tout le monde, c'est sur les plantes pour la sorcellerie. Hein, vous voyez comme l'Académie avait bien commencé. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée. Voilà, il y a Alain Bonjean qui est là, et je ne sais pas si vous suivez son blog extraordinaire sur les plantes, etc., etc. Je ne sais pas si tu t'intéresses aux plantes pour la sorcellerie, Alain. Il faudrait peut-être que tu t'y penches un peu. Voilà. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, et moi je ne vais pas pouvoir rester avec vous parce que j'ai 2 autres réunions dans la maison, mais effectivement j'espère que tout va bien se passer, voilà, et que la salle sera assez grande pour vous accueillir tous. Allez, très bonne journée. Juste avant de laisser la parole à Thierry Hardy, membre du conseil scientifique de l'FBV, qui animera la matinée, j'ai oublié 2 choses. Une, c'est de remercier l'Académie d'agriculture pour son accueil. C'est la 2e année où on tient notre colloque dans la salle, et on tient vraiment à les remercier. La salle, vous la voyez, elle est peut-être certes un peu étroite, mais par rapport à l'audience, mais par contre elle est historique. On a tous les grands noms de l'agriculture, Michel
voilà, qui ont contribué au développement de l'agriculture. Michel vient de le rappeler. Mais le deuxième point, avant qu'Yvette me fasse les gros yeux, elle m'avait demandé de ne pas oublier. Et vous voyez, je n'ai pas oublié. Juste un peu de décalage. J'ai pas oublié de demander aux jeunes étudiants de participer finalement un peu à l'animation de la matinée et de l'après-midi. C'est au moment des questions de passer les micros. Donc on vous remercie de votre contribution. Voilà, j'ai fait ce que je devais faire et je laisse la parole à Thierry. Là, voilà. Donc on va rentrer dans le sujet avec la première présentation avec Hervé Monod. Donc Hervé Monod est directeur de recherche à l'INRAE à Jouy-en-Josas et spécialiste de statistiques appliquées en génétique, en agronomie et en épidémiologie. Il co-dirige avec Carole Caranta le métaprogramme DigitBio, lancé par l'INRAE en 2021, dont l'ambition est de promouvoir les interfaces entre les sciences numériques et les sciences biologiques. Et il dirige également l'unité maillage, mathématiques et informatique appliquée du génome à l'environnement, c'est-à-dire de l'échelle moléculaire à l'échelle du paysage. Donc c'est un très large sujet. Et il était un des mieux placés pour introduire le sujet aujourd'hui, l'IA, et ce qu'il y a derrière ces deux lettres, et comment on peut s'en servir pour extraire des données, pour générer des informations, pour faire des prédictions et à la fin pour prendre des décisions. Donc je lui laisse la parole pour cette introduction. Merci. Ok, merci pour l'invitation à la fois à l'Association française des biotechnologies végétales et à l'Académie. C'est un grand plaisir, un honneur et une première pour moi de parler dans ce lieu. D'accord. Comme ça va ? Ok. Voilà, donc je vais essayer de faire un tour d'horizon et tracer des perspectives sur l'IA en biologie et agronomie. Ça tiendra un peu du survol parfois, mais il y a un certain nombre d'exposés qui vont suivre, qui approfondiront beaucoup de choses. Juste une diapo pour le contexte, qui peut expliquer des attentes particulières vis-à-vis du numérique et de l'IA. Donc deux éléments. Il y a évidemment beaucoup de choses à dire, mais il y a, dans un contexte de transition nombreuse et forte, une complexité croissante à gérer de façon générale dans nos domaines, avec une présence qui existe depuis longtemps et qu'on manipule beaucoup dans les sciences du vivant, de la variabilité des incertitudes, mais qui a tendance à se densifier. Le virage que l'on souhaite, en tout cas que l'on promeut à INRAE vers l'agroécologie, signifie qu'on aura plus d'interactions biologiques à gérer, donc une autre forme directe de complexité. Voilà. Et de façon générale, la nécessité d'approche globale des systèmes alimentaires et des chaînes de valeur fait que l'on a besoin de méthodes pour décrypter, exploiter l'information, prédire et aider à la décision, comme c'est le cas depuis très longtemps, mais de façon forte particulièrement aujourd'hui. Et en parallèle, on a des moyens inédits pour acquérir et traiter l'information. Je ne vais pas revenir sur les items, ils seront présents, ils seront développés par la suite. Mais donc, il y a un rôle essentiel des mathématiques, de la statistique et de l'informatique, et aujourd'hui de tout ce qu'on regroupe sous le terme d'intelligence artificielle pour aborder ces enjeux. Alors, qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? La première chose à dire, c'est que peut-être c'est difficile de la définir, donc l'enjeu n'est pas d'avoir une définition précise. Dans cette diapo, j'ai restitué celle de la Commission européenne, une technologie qui permet aux machines et aux ordinateurs d'effectuer des tâches qui nécessiteraient autrement une intelligence ou une intervention humaine. Bien entendu, chacun de ces termes nécessiterait d'être précisé, mais l'idée de la définition, c'est de rester assez large et de pouvoir s'adapter à des évolutions au cours du temps. Donc j'aurai une diapo qui détaillera de façon un peu plus précise ce qu'on peut entendre par intelligence artificielle aujourd'hui. Je ne vais pas faire un historique précis, peut-être j'ai mis quelques repères temporels sur cette petite liste au XXe siècle, j'en mentionne deux. 1956, c'est une conférence qui est souvent évoquée quand on trace l'histoire de l'intelligence artificielle comme discipline scientifique, la conférence de Dartmouth.
Peut-être l'avant-dernière date, c'est 2018, donc un prix Turing qui est décerné à 3 spécialistes de l'intelligence artificielle. Le prix Turing, c'est le prix, une sorte de prix Nobel de l'informatique. Et puis, peut-être souligner en 2024, c'est-à-dire l'année dernière, un prix Nobel, non pas de mathématiques ou d'informatique, mais de physique et de chimie, pour des recherches basées sur l'IA. Et ça me permet dès maintenant d'insister sur le caractère interdisciplinaire qu'il faut attacher au progrès de l'IA. C'est d'abord de l'interdisciplinaire entre les disciplines mathématiques, informatiques, etc., mais aussi avec d'autres sciences. Alors, un petit graphique pour montrer la diversité de ce qu'on peut rattacher de façon un petit peu plus précise que dans la diapositive précédente derrière intelligence artificielle, avec un historique un petit peu caricatural et simpliste, mais je vais parcourir donc les 4 rectangles de cette diapo en commençant par celle en bas à gauche sur l'IA décisionnelle et la planification. Alors les dates qui sont mises, c'est plutôt une date à partir de laquelle ces démarches ont été initiées. Donc voilà, les premiers pas de l'IA, ça a été déjà très interdisciplinaire pour essayer de reproduire de façon numérique et informatique le raisonnement humain en s'appuyant également sur les sciences biologiques et neuronales en particulier. Le rectangle en haut à droite, derrière, il y a tout ce qui est représentation et ingénierie des connaissances, qui s'est beaucoup développé autour des années 70. Alors, vous pouvez penser à tout ce qu'on appelle l'IA symbolique, notamment les systèmes experts. Donc, moi, quand je suis arrivé un petit peu dans le domaine scientifique, dans les années 80, l'IA, c'était très, très lié à l'espoir et au projet de développement de systèmes experts basés sur des règles logiques. Mais derrière représentation et ingénierie des connaissances, il y a aussi toutes les recherches qui sont faites, notamment dans la discipline qu'on appelle le traitement automatique du langage, le TAL, ou derrière d'autres approches, d'autres disciplines pour regrouper des données de structures différentes, de natures différentes ou de sources différentes par des représentations partagées, partageables de la donnée de base et une façon de la synthétiser. Dans le rectangle en bas à droite, il y a des choses qui sont beaucoup développées dans les années 80-90, la modélisation de systèmes complexes, la simulation, des approches heuristiques, c'est-à-dire basées typiquement sur des analogies avec le vivant pour définir des algorithmes d'optimisation, ou des approches d'optimisation derrière le terme satisfaction-contrainte. Et puis, dès les années 60, mais avec une évolution qui est une sorte de traversée du désert, et puis une évolution qui s'est affirmée depuis le milieu des années 90, les années 2000, etc., avec beaucoup d'avancées assez emblématiques, tout ce qui concerne l'apprentissage automatique sous ses différentes formes et qui s'appuie fortement sur la science des données. Avec comme dernier avatar tout ce qui relève de l'IA générative, dont on parle énormément aujourd'hui et qui rentre aussi dans l'usage et qui date pourtant de 3 ans à peu près. Donc derrière l'IA générative, je reviendrai dessus, on désigne des systèmes d'IA capables de générer du texte, des images, des vidéos, du code logiciel ou d'autres médias en réponse à ce qu'on appelle des prompts, des interrogations à la machine particulière. Deux diapos sur les ressorts de la montée en puissance de l'IA, c'est assez connu, je vais être rapide, mais il y a des ressorts technologiques sur les données, le calcul et les réseaux. Donc une explosion des capacités sur ces 3 domaines. Je ne vais pas détailler le graphique de droite, mais ce qui est important, c'est qu'il trace pour les volumes de données sur lesquels on met au point des méthodes, sur les volumes de données qu'on peut et qu'on sait stocker et manipuler, et sur les performances de calcul par les ordinateurs. Il y a une représentation de l'évolution entre les années 70 et aujourd'hui. Et ce qui est important de souligner, c'est que l'échelle
désordonnées et logarithmiques, des logs de 10, donc on est bien dans des progressions qui sont exponentielles et pas linéaires. Je voudrais souligner aussi, dans les ressorts de la montée en puissance de l'IA, les avancées scientifiques. Ce n'est pas que de la technologie, c'est aussi beaucoup d'avancées en informatique, en mathématiques, en algorithmique. C'est aussi tout ce qui est rendu possible par le partage des données et des codes, donc ce qu'on appelle la science ouverte, et également, je l'ai déjà souligné plusieurs fois, la montée de l'interdisciplinarité à plusieurs niveaux. Alors, je vais essayer dans les diapos qui suivent de faire une présentation de ce qu'on entend d'un point de vue plus formel par apprentissage, puisque c'est un des éléments importants actuellement qu'on relie à l'intelligence artificielle. Cette diapo, je pourrais la présenter aussi en tant que statisticien, hein, elle n'est pas propre à l'IA. Voilà. Donc, dans l'apprentissage, on cherche à établir une relation entre un jeu de variables que l'on peut mesurer ou attribuer à un objet auquel on s'intéresse ou à un système. Et on cherche à en déduire d'autres variables, soit parce qu'elles sont plus difficiles à acquérir ou parce que ce sont des variables que l'on veut prédire, c'est des prédictions que l'on veut faire, donc Y est en général pas connu, on veut l'établir à partir de X. Donc on cherche la fonction Fθ, qui est en rouge, qui va relier le mieux possible les Y aux X. Et pour cela, il faut choisir la forme que l'on veut donner à la relation, donc une famille de fonctions, c'est ce qui est représenté par le F. Et dans cette famille, il faut rechercher le représentant le plus adapté au jeu de données, au système que l'on veut étudier. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'estimation des paramètres θ. On distingue en apprentissage l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Donc, dans l'apprentissage supervisé, on a des données d'apprentissage pour lesquelles on connaît les X et les Y. Et on va s'appuyer sur ces données d'apprentissage pour rechercher la fonction Fθ qui va le mieux possible prédire des Y' pour de nouvelles données X'. Voilà. Et dans l'apprentissage supervisé, on distingue notamment, il y a d'autres choses qu'on peut faire avec, mais la régression dans le cas où les Y sont quantitatives et la classification dans le cas où les Y sont plutôt des catégories. Il y a une autre catégorie importante de l'apprentissage qui est l'apprentissage non supervisé. Dans l'apprentissage non supervisé, on va avoir un jeu de données grand X sans distinguer ce qui relève sans faire une distinction entre les X et les Y, ce qu'on a et ce qu'on veut prédire. J'ai peut-être... je suis allé un petit peu vite. Donc, dans ces rectangles, bon, voilà, vous pouvez penser à des matrices mathématiquement, à des tableaux. Donc, l'idée, c'est qu'en ligne, on a des individus qu'on observe, et en colonne, on a des variables qui caractérisent ces individus. Donc, dans l'apprentissage non supervisé, on va chercher à analyser le jeu de données dont on dispose pour y trouver des structures, ou typiquement pour faire ce qu'on appelle du clustering, c'est-à-dire faire une catégorisation de sous-groupes homogènes d'individus. Donc on va quelque part rechercher les Y intéressants à tirer du jeu de données grand X. On peut aussi faire, c'est un peu ce que représente le rectangle Z, on peut aussi chercher à faire ce qu'on appelle une réduction de dimension, c'est-à-dire trouver des façons plus parcimonieuses de décrire le jeu de données X tout en gardant un maximum d'informations. Alors, donc, si on fait une petite pause, on peut, derrière l'intelligence artificielle, ce qu'a montré le graphique avec plusieurs rectangles dans chaque coin de la diapo, c'est que l'intelligence artificielle ne se réduit pas à l'apprentissage automatique, mais c'est en tout cas actuellement une part très importante de ce qui se fait autour de l'IA. Et dans le rectangle apprentissage automatique, on trouve des méthodes qui sont utilisées dans la communauté IA, des informaticiens, mais aussi des statisticiens. Et en fait, ça me permet de souligner que ces communautés se rapprochent vraiment maintenant très fortement et donc forment une grande communauté qui s'intéresse à l'apprentissage. Voilà. Et dans l'apprentissage automatique, on va distinguer les méthodes qui sont basées sur des réseaux de neurones et parmi celles-ci, celles qu'on relie aux
à l'apprentissage profond, le deep learning. Alors, le principe, je survole les choses, bien sûr, mais petite illustration de ce qu'on appelle les réseaux de neurones multicouches. Donc vous avez sur la gauche, avec les points verts, les X, le vecteur des entrées, ce qu'on connaît. Vous avez à droite le vecteur des sorties, les Y, et l'algorithme, si on lui donne l'idée de la fonction f, c'est si on donne les points verts, on va progresser de gauche à droite dans les couches, qu'on appelle des couches cachées parce qu'elles sont dans l'ordinateur mais pas forcément restituées, jusqu'à passer aux sorties Y. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces passages successifs? Eh bien, en gros, on fait je simplifie un peu, mais on fait des combinaisons linéaires des données qui sont en amont, donc plus à gauche, pour faire les calculs couche par couche et aboutir au résultat final. Ce qu'il faut retenir, c'est que il y a plusieurs façons de structurer les réseaux de neurones. On peut choisir le nombre de couches, choisir le nombre de points par couche, et il y a, à chaque calcul d'un point violet notamment, il y a une combinaison linéaire dont il faut régler les coefficients. Et donc, il y a un nombre de paramètres à estimer qui est très très grand. Et donc, pour accomplir cette estimation, on a besoin aussi de gros volumes de données. Donc, on va se retrouver notamment dans les situations de l'apprentissage profond, dans lesquelles on s'appuie sur des gros volumes de données pour pouvoir caler des modèles basés sur des réseaux de neurones multicouches. Et ce que ça apporte, c'est une grande flexibilité sur ce qu'on arrive à capter dans les données d'entrée, avec aussi des risques de surparamétrisation. Voilà, alors, juste un petit mot pour dire que l'information qui est présente dans les couches, que j'ai appelées couches cachées, elle peut être intéressante à exploiter, et c'est notamment ce qui se passe dans les algorithmes d'IA générative. Alors, je vais essayer d'expliquer un petit peu en gardant le même formalisme ce qu'il y a derrière l'IA générative. On a un tableau X, on est plutôt dans un contexte d'apprentissage non supervisé, mais en fait, on va faire à la machine de l'apprentissage auto-supervisé. C'est-à-dire qu'on va lui... sur un très grand nombre d'étapes, la machine va masquer certaines valeurs des X dans des lignes et va essayer de les restituer d'une façon qui est évidemment réfléchie. Dans ce qui est le plus connu de l'IA générative, notamment les chatbots actuels, le jeu de données en entrée est gigantesque. On parle de l'ensemble de documents textes qu'on peut trouver sur Internet, par exemple. L'étape de calcul de cette première étape, génération de ce qu'on appelle le modèle de fondation, est également fait appel à des calculs de très longue durée et avec des moyens de calcul intensifs, donc plusieurs semaines sur des fermes de calcul. Et on aboutit à ce que j'appelle, sur la diapo, ce qu'on appelle un modèle de fondation. Alors, dans le domaine du texte, on appelle ça des LLM, Large Language Models, qui contient une information pré-mâchée en quelque sorte pour pouvoir rechercher de l'information dans le jeu de données quantiques. Donc ça, c'est une étape que l'on fait de façon répétée, mais peu de fois parce qu'elle est très coûteuse. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a un système de traduction de questions-réponses par des utilisateurs qui va traduire en quelque sorte les interrogations que peut soumettre un utilisateur pour que ce soit exploitable par le grand modèle de fondation. Et ce qui est impressionnant dans les chatbots actuels, c'est que cela permet à l'utilisateur de poser des interrogations et d'avoir des réponses en langage naturel. On peut aussi fournir des images, on peut fournir des vidéos, etc., suivant les outils qu'on utilise. Une variante que je voudrais souligner, parce qu'elle se développe beaucoup, je pense, c'est l'utilisation d'IA générative augmentée par un corpus
d'informations spécialisées. Donc, dans ce cas, j'aurais dû mettre une flèche entre l'utilisateur et les documents spécialisés. Il va préciser une bibliothèque de documents qui porte sur un domaine particulier, par exemple un domaine de recherche d'un chercheur, ou si on est dans une entreprise, ça peut être les documents internes à l'entreprise. Et donc le système qui est positionné entre l'utilisateur et le grand modèle de fondation, il va gérer une étape dans laquelle il identifie dans le corpus de documents spécialisés ceux qui sont les plus pertinents pour répondre à l'interrogation, et il va donc interagir avec le grand modèle de fondation en intégrant cette information supplémentaire. Alors, tel que je l'explique, c'est plutôt centré sur spécifier ce qu'on fait avec le grand modèle de fondation, mais on peut voir aussi, inversement, zoomer sur ce qu'on peut faire avec des documents spécialisés ou avec des données que l'on peut avoir qui ne sont pas forcément de la big data. Ce qu'on va essayer d'inférer sur ces données dont on dispose peut s'appuyer avec les outils actuels sur aussi des informations plus générales apportées par le modèle de fondation. Voilà, en résumé, pour cette partie, voilà, il y a une évolution importante et les succès reposent sur voilà, la disposition de données d'entrée en grand volume. Donc ça ne retire rien à l'importance des travaux qui sont développés sur des situations où les jeux de données sont plus faibles, mais ce dont on parle beaucoup actuellement, c'est plutôt les situations dans lesquelles on a des très gros volumes de données. Ça repose sur des modèles, des formes de modèles qui sont anciens, parce que les réseaux de neurones, on en fait depuis les années 60, mais qui ont connu les progrès technologiques ont permis d'en tirer tout le potentiel. Et également sur des algorithmes. Vraiment, je n'en ai dessiné que la surface, mais derrière, il y a évidemment beaucoup de travaux qui sont faits pour adapter ces principes à des cas particuliers, et notamment à des données d'entrée de nature très différente. Alors, je vais passer les diapos parce que sinon je vais déborder. Voilà, ce que je voulais aussi, c'est faire un survol de domaines d'application plutôt tirés de recherches qui sont conduites à INRAE sur l'utilisation de l'IA. Le premier exemple, il est assez simple, c'est je décris un projet qui s'appelle GeniaLearn, qui est soutenu par le métaprogramme DigitBio d'INRAE, et dans ce projet, qui est mené notamment par des chercheurs en génétique animale, on va s'intéresser à développer des méthodes pour prédire des valeurs phénotypiques à partir de données génomiques et de données d'environnement. Donc c'est un problème très classique. Et le but des chercheurs a été d'évaluer les gains de performance que l'on pourrait tirer en utilisant, plutôt que des méthodes classiques en statistique, c'est la méthode GBLUP, des méthodes de deep learning, ou en hybridant, je ne vais pas rentrer dans les détails, en hybridant les deux modèles. Et effectivement, ils trouvent des résultats positifs sur des simulations pour le moment. Voilà, donc cet exemple, c'est pour dire, voilà, une première chose avec le développement des méthodes d'IA, de machine learning, de deep learning, c'est un nouvel outil dans la palette des statisticiens ou des informaticiens qui font de l'apprentissage. Ensuite, l'IA, ça apporte des moyens pour traiter des données de toute nature, j'ai déjà souligné. Alors, je ne vais vraiment pas détailler cet exemple puisqu'il va y avoir un exposé sur PlantNet, mais juste souligner que l'IA est particulièrement utile et particulièrement utilisée pour extraire de l'information à partir d'images. Voilà. Donc, c'est soit des images au champ, donc là, on est plutôt dans une problématique de phénotypage. Peut-être ce qu'on peut souligner sur cette diapo, c'est aussi le téléphone mobile qui est au centre, hein, c'est-à-dire la possibilité aussi, sur l'aspect flux de données, d'interagir avec des utilisateurs qui deviennent du coup des contributeurs. Les images, ça peut être aussi des images de laboratoire, de microscopie, ça peut être aussi beaucoup, dans le domaine de l'agriculture, des images de télédétection par satellite ou par drone, notamment des séquences d'images.
sur un paysage, et là on va être dans des applications de type cartographie de l'occupation du sol ou suivi et surveillance de cultures ou de forêts, avec le souhait de détecter le plus précocement possible des stress biotiques ou hydriques par exemple. Ça me paraît alors ça c'est voilà, il y a un mélange de projets issus de DigitGoal, métaprogramme INRAE, issus aussi du programme de recherche soutenu par INRAE France 2030 qui s'appelle agroécologie et numérique. Donc là il y a un projet qui s'appelle Wait For dans le domaine de l'élevage. L'objectif de ce projet, c'est de déterminer des méthodes basées sur le numérique, sur l'IA, pour aider à la conduite et au suivi de la santé et du bien-être d'animaux en élevage. Donc trois petits zooms. Sur l'image en haut, vous avez l'utilisation de l'IA pour analyser et capter les individus dans une séquence vidéo. Non seulement identifier leur visage, comme on le voit là, mais aussi suivre leur comportement. D'autres méthodes sont utilisées pour analyser les interactions sociales entre les animaux. C'est ce que vous avez dans le second graphe, c'est de l'apprentissage non supervisé. Et puis, autre exemple d'apprentissage non supervisé, le pattern mining, qui va être ici utilisé pour distinguer des sous-ensembles d'animaux qui ont un comportement homogène. Voilà, j'ai dit que je survolais, donc je ne détaille pas plus. Un aspect important, alors là on sort de ce qui est proprement apprentissage. On est dans d'autres rectangles de ma diapo avec les 4 rectangles dans chaque coin. On est plutôt sur les problématiques, sur les méthodes de reconnaissance, représentation des connaissances, ingénierie des connaissances. Des travaux ont lieu dans plusieurs équipes pour extraire des connaissances à partir de textes de façon régulière, avec l'idée de pouvoir détecter des situations d'apparition, d'émergence de nouvelles maladies notamment. Voilà. Et là, on est dans un domaine, alors voilà, il y a deux images. Celle du haut, elle est plutôt liée aux approches classiques, et celle du bas, liée à la façon dont l'apparition de l'IA générative peut modifier, en tout cas, les interactions entre les utilisateurs et les algorithmes qui sont derrière. Un élément important, alors peut-être notamment dans cette enceinte, c'est l'utilisation de l'IA pour la conception de protéines. Là aussi, on est dans d'autres cases que l'apprentissage. En tout cas, on balaye plusieurs cases, parce que derrière, il y a effectivement l'idée d'hybrider des méthodes d'apprentissage profond, notamment, voilà, il y a un outil qui est très connu dans le domaine, c'est l'outil développé par OpenAI qui s'appelle AlphaFold. Mais il y a beaucoup de travaux qui s'appuient sur les résultats d'AlphaFold et sur des approches qui permettent d'aller plus loin. Et puis, 2 autres exemples plus intégratifs. On va être au niveau de la robotique agricole. On associe souvent la robotique à l'IA. Effectivement, pour un robot, il est nécessaire de faire appel à l'IA à différents niveaux. Enfin, il est utile en tout cas de faire appel à l'IA à différents niveaux pour sa locomotion, pour son déplacement, pour reconnaître ce qu'il voit par des capteurs hyperspectraux ou visuels, etc. Je ne vais pas trop m'apesantir. Voilà. Et puis un dernier exemple que je voulais mentionner, c'est on est plus à l'échelle de l'exploitation. Comment utiliser les outils d'aide à la décision, dont ceux qui peuvent être apportés par l'IA, pour aider au pilotage d'une exploitation ou d'un atelier particulier d'une exploitation. Et donc là, ce sont des projets plutôt en phase de démarrage que je mentionne sur cette diapo, le projet Twin Farms, qui est à nouveau un projet soutenu par le PEPR agroécologie et numérique, ou le projet In Silico, qui est soutenu par DigitBio. Avec peut-être pour Twin Farms, on peut souligner, j'ai mis les logos des partenaires, donc un très grand nombre de partenaires qui vont travailler sur ce projet. Voilà. Et quelques diapos perspectives et enjeux. Alors, cette diapo, pour mentionner, voilà, il y a des acteurs qui se positionnent sur ces enjeux d'application, enfin de développement de méthodes et d'application de l'IA dans le domaine de l'agriculture, INRAE bien sûr, mais beaucoup d'autres acteurs dans la recherche académique, à l'ACTA et les instituts techniques, dans les entreprises et les startups de l'IA. Voilà, j'ai nommé la ferme digitale. Hervé
vous en parlerez certainement cet après-midi. Ces acteurs se regroupent aussi. Je voudrais insister particulièrement sur l'Institut Convergence Digitag à Montpellier, qui a été vraiment moteur pour développer les recherches sur le numérique et l'agriculture. Et puis le Living Lab Occitanum aussi sur des aspects plus multi-acteurs, etc., etc. Je passe. Donc, deux ou trois diapos qui me restent pour conclure. Les données jouent un rôle central dans ce que j'ai présenté. Donc, c'est un ingrédient de base pour entraîner les IA, les affiner, les évaluer, les exploiter. Il est important de partager et de rendre interopérables les données, d'en évaluer la qualité. Ça se fait par le suivi de principes que tous les chercheurs connaissent aujourd'hui, par des infrastructures ou des e-infrastructures. Et le besoin, ça génère le besoin d'avoir une gouvernance de la donnée. Je ne vais pas détailler par manque de temps, mais on pourra en discuter si vous voulez. Il y a de nombreux autres défis que ceux proprement sur la donnée, des enjeux économiques et juridiques en termes de coûts, de fiabilité des résultats apportés par l'IA. Donc, un aspect extrêmement important de l'IA qui n'est pas nouveau, mais qui va se développer de façon évidente, c'est tous les travaux pour évaluer les résultats qui sont fournis par des IA. Des enjeux d'éthique et d'acceptabilité, compte tenu notamment de l'impact environnemental, sociétal ou des inégalités d'accès qui peuvent être associées au développement de l'IA. Et donc le besoin de développer ce qu'on appelle une IA responsable, aussi bien sur les droits de propriété, le respect de la confidentialité, sur les enjeux de frugalité, sur aussi, j'ai pas parlé jusqu'à présent, mais des enjeux d'explicabilité et d'interprétabilité que l'on veut donner à l'IA. C'est essentiel pour assurer l'appropriation de ces méthodes. Et puis, comme l'IA, quand on l'utilise, c'est souvent par connexion avec Internet ou avec des systèmes. La sécurité et les enjeux de cybersécurité sont également des enjeux importants associés à l'IA. Donc l'IA, un levier pour la transition vers l'agriculture de demain, certainement. Vers une agriculture assistée par l'IA, ou au moins, oui, certainement, de différentes façons. Le défi, c'est d'en faire un levier de la transition vers une agriculture performante et durable, et notamment dans les travaux qu'on fait à INRAE sur la transition vers l'agroécologie. Voilà, et j'ai une dernière diapo. J'imagine que les diapos seront rendus disponibles avec quelques références. Notamment, j'ai mis en gras le dernier numéro de la revue Ressources d'INRAE a un article consacré à l'IA. Merci. Merci Hervé Monod pour cette introduction avec toutes les questions et la panoplie de défis et d'espoirs que va générer l'IA. On a un peu de temps pour des questions, donc si vous avez des questions sur cette première introduction, bien sûr on verra des applications, mais déjà, est-ce qu'il y a des questions sur cette première présentation? Oui. Quand vous intervenez, vous vous levez et vous regardez Christine, parce que la caméra est juste au-dessus. Voilà. Donc, et vous parlez bien dans le micro. S'il vous plaît. C'est étonnant quand même que l'exposé d'Hervé ne suscite pas une multitude de questions. Voilà. J'allais dire, vous êtes geek ou vous êtes allergique? Non, ça va être... Bonjour. J'ai une question qui, je pense, elle pourrait revenir à plusieurs reprises durant la journée. C'est quand je vous écoute, je me pose la question, les métiers de demain et les savoirs de demain. Qu'est-ce que ce sera? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une formation classique, on fait une formation générale, on fait 3, 4, 5, 6, 7, 8 années de formation. On acquiert un socle de connaissances que l'on exerce, on applique. Et avec ce que vous présentez aujourd'hui, à quoi ça va ressembler pour un agronome, pour un biologiste, pour un industriel, le savoir qu'il faudra acquérir demain?
Oui, c'est une question évidemment cruciale. Alors, je regarde Vincent, il y a des enseignants-chercheurs en informatique et IA dans la salle. Je pense que peut-être c'est un sujet qui sera abordé dans la table ronde. Évidemment, on sait que l'IA va avoir des effets sur le monde professionnel. Donc la première chose à dire, c'est que c'est un bagage qu'il est important d'acquérir. Donc c'est vrai que j'aurais dû mettre le mot formation dans les formations, enseignement dans les défis. Effectivement, il y a acculturation. Donc il y a le besoin de comprendre. En fait, ça touche tout le monde. C'est-à-dire que, et ça se voit bien dans les entreprises ou dans les instituts, aujourd'hui, il est nécessaire de former à l'IA, notamment l'IA générative, l'ensemble des personnels. Alors pour les chercheurs, ça va être avoir une bonne appropriation de ce que ça peut faire. Pour certains, travailler sur les méthodes. Je pense qu'on insiste beaucoup sur le poids que jouent les grands acteurs, les GAFAM aujourd'hui. On a l'impression qu'ils vont tout faire, et effectivement ils font beaucoup de choses, mais il reste beaucoup de choses à faire aussi par la recherche pour adapter et pour s'appuyer sur ce qui est fait, l'aspect mise en œuvre, partage des codes et des données est vraiment important là-dessus. Voilà. Donc, première chose, pour des ingénieurs notamment, c'est apprendre à utiliser l'IA, à connaître ses limites, à connaître les façons de l'utiliser de façon appropriée. Et après, pour des instituts, des organismes, des entreprises, effectivement, c'est veiller à suivre les évolutions sur les métiers qu'entraîne l'IA. Je reprécise un peu ma question. Je parcourais le week-end dernier un gros pavé sur la catalyse avec les organométalliques, avec les métaux, avec toute cette science. Ce sont des pavés de 300, 400, 500 pages. Aujourd'hui, un étudiant qui est en chimie, il va passer 3, 4, 5 années à digérer tout ça. Demain, avec l'IA, qu'est-ce que le futur étudiant aura besoin d'apprendre? Oui, alors ça c'est une vraie question. Un autre exemple qu'on cite, j'ai une diapo d'ailleurs dessus, ça fait partie des diapos que j'ai sauté sur la modélisation du climat, qui a été... le résultat de recherche sur la modélisation du climat et son calcul par des modèles basés sur la physique à l'échelle mondiale ont été fortement challengés, si ce n'est avec des résultats, en tout cas sur certaines variables inférieures à ce que peut apporter l'IA. Donc effectivement, ça bouscule. Donc, il y a besoin, il y a une accélération des ruptures en fait que peuvent apporter aujourd'hui la science des données sur des approches plus classiques. Et un des enjeux, c'est effectivement de garder collectivement la compréhension scientifique des événements que l'on observe. Donc il ne faut pas mettre au placard les dizaines d'années ou les siècles de recherche sur la physique, sur la chimie, etc. Et il y a aussi des travaux et des applications de l'IA qui aident et qui soutiennent. Il y a beaucoup de travaux qui se font à l'interface, en fait, des gens qui travaillent sur la modélisation mécaniste, physique, et les gens qui travaillent sur l'IA. Micro. Bonjour messieurs, du coup étudiante à AgroParisTech. Je fais le pont entre deux choses que vous avez dit l'un et l'autre. Vous avez dit qu'aujourd'hui il fallait qu'on rende accessibles les technologies et l'IA notamment dans la sélection variétale en France par rapport au reste du monde. Et moi j'ai une question sur comment est-ce que l'IA respecte un peu les mécanismes du vivant et pourquoi aujourd'hui on devrait... j'ai confiance en l'IA, mais pourquoi est-ce que vraiment c'est adapté aux mécanismes de l'agriculture, du vivant, de la biologie et dans sa complexité aussi? Ok, alors je vous prends au rebond. Non, ne faites pas confiance à l'IA.
Il faut, comme dans toute attitude scientifique, être critique et avoir une approche critique de ce qu'apporte l'IA. Donc, l'IA, en tout cas dans les versions d'apprentissage là, que j'ai esquissées rapidement, l'IA n'invente rien. Il ne fait que reproduire des structures qu'il peut y avoir dans les données qu'on lui donne à ingurgiter. J'ai pas non plus, parmi les mots que je n'ai pas prononcés, il y a le terme d'hallucination. Voilà, si vous pratiquez l'IA, vous devez savoir que l'IA, de temps en temps, quand on l'utilise pour dialoguer avec ChatGPT ou des chatbots autres, de temps en temps, on sort des énormités. C'est assez facile de lui faire sortir des énormités. Donc, et ça, c'est un discours, pour rebondir aussi sur la question précédente, que ressortent notamment des scientifiques qui ont l'habitude de travailler sur de la modélisation physique, biophysique, etc. Ces modèles-là, ils donnent des contraintes sur les équations qu'on utilise pour faire des prédictions que ne donnent pas, de façon naturelle, les algorithmes d'apprentissage basés sur l'IA. Donc il faut savoir articuler ce que peuvent apporter les différentes approches les unes avec les autres et ne pas faire confiance aveugle à l'IA, c'est certain. Mais au contraire, l'évaluer. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui considèrent que c'est un élément central pour l'évolution de l'IA dans la société. Une dernière question, Pierre, oui. Oui, donc moi j'avais une question concernant vous avez évoqué un petit peu, c'est la confidentialité des données et puis des résultats en fait liés à l'IA. Parce que évidemment ça va sur le net, hein, comme vous l'avez dit, et voilà. Donc, oui, vaste sujet. Alors je ne sais pas, il y a peut-être des gens plus spécialistes que moi, mais effectivement, les enjeux de confidentialité sont importants et ils sont en premier niveau antagonistes avec les enjeux de partage de données que j'ai soulignés. Donc voilà, il y a aussi des gens qui travaillent à la fois pour avoir des structures, par exemple sur les infrastructures, pour avoir des niveaux d'accès différenciés. Il y a aussi des techniques qui existent pour modifier les données en essayant de garder au maximum l'information qu'elles contiennent, mais en empêchant de remonter à des personnes physiques, par exemple. Voilà. Donc c'est un sujet, oui, c'est un sujet important. Je pense qu'on va s'arrêter là pour la première intervention. Merci Hervé Monod. Mais je pense que les questions qui ont été posées vont continuer à être abordées et peut-être affinées avec justement les exemples qu'on va voir au cours de la journée. Donc je vais accueillir Romain Valade. Et donc on va commencer à voir quelques exemples concrets de cet outil et avec les fameuses OAD, les outils d'aide à la décision. Donc Romain Valade dirige le service adaptation des cultures aux agroclimats, génétique et phénotypage au sein de l'Institut technique agricole Arvalis. Et son équipe développe des technologies de phénotypage numérique à haut débit, rendu possible par l'intelligence artificielle et pour caractériser les traits agronomiques des plantes et contribuer au développement de variétés qui sont plus résilientes face au stress biotique et abiotique, et ainsi contribuer à faire face à certains des dérèglements dus au changement climatique qui nous attendent. Romain Valade. Oui, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci à la FBV pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici dans cette salle chargée d'histoire. J'ai eu la chance d'intervenir déjà une fois, donc c'est pour la seconde fois, donc c'est vraiment toujours un plaisir. Comme ça a été introduit, je suis chef du service adaptation des cultures aux agroclimats, génétique et phénotypage au sein d'Arvalis, qui est un institut technique agricole. Donc je ne suis pas spécialiste de l'IA, donc je m'excuse si je suis approximatif sur certains termes, mais le sujet il a été très bien introduit par Hervé Monod. Et là, vraiment, l'objectif, c'est un peu de vous expliquer comment l'intelligence artificielle, notamment dans l'analyse d'images, nous a permis d'aller un peu plus vite et un peu plus loin dans le phénotypage en grande culture notamment. Donc peut-être très brièvement, parce que je pense que dans cette audience, vous êtes
tous au courant de ces notions. Déjà, qu'est-ce que c'est que le phénotypage? Donc, comme vous le savez, le phénotypage, c'est mesurer, caractériser des caractéristiques observables d'un organisme. Et en l'occurrence, là aujourd'hui, on va parler de plantes. C'est une méthode qu'on utilise depuis très longtemps. Depuis la domestication, l'homme phénotype les plantes pour pouvoir sélectionner des individus qui lui permettront potentiellement de lui apporter une valeur nourricière plus importante ou pour répondre à d'autres intérêts. Vous savez tous aussi que le phénotype, qu'est-ce que c'est? C'est le résultat d'une interaction entre le génome et l'environnement de la plante. Donc ça, c'est des choses qu'on connaît maintenant depuis assez longtemps également, qui sont maintenant aussi, de façon un peu plus récente, qu'on considère aussi en interaction avec tout ce qu'on appelle autour du management, c'est-à-dire des méthodes de production, en tout cas ce qui peut jouer sur ces interactions génotype-environnement pour lesquelles le phénotype va résulter derrière. Et on pourrait aussi parler de plus en plus de tout ce qui est autour du microbiote, que je n'ai pas mis ici, mais qui pourrait être aussi considéré comme faisant partie d'un nouveau compartiment dans l'interaction entre génotype, environnement, management, microbiote, pour lequel le phénotype va résulter. Et ce qui est très intéressant, donc je n'étais pas du tout sur le phénotypage il y a encore assez peu de temps, mais finalement le haut débit, ce qu'on appelle le phénotypage numérique, le phénotypage haut débit, ça reste une science qui est très récente. La première conférence autour de la phénomique, ça date de 2009 à Canberra en Australie. Donc pour dire que ça reste une science qui est très, très récente. Et on a la chance, en France, que la communauté de chercheurs s'est très très vite structurée autour de cette science du phénotypage et de la phénomique. On a eu, dès les années 2010, et notamment avec 2012, l'infrastructure de recherche Phénome qui s'est construite, qui a permis de regrouper l'ensemble d'une communauté autour du phénotypage pour pouvoir partager les connaissances, pour pouvoir avancer collectivement. Il y a eu des réseaux européens aussi qui se sont montés. Il y a le miroir de Phénome qui s'appelle Emphasis, et puis des communautés internationales autour du phénotypage numérique et phénotypage des plantes. Et pour Arvalis, notamment avec d'autres partenaires, on a été aussi assez vite et assez rapidement mis le nez, si j'ose dire, dans cette technologie, notamment dans notre implication dans une unité mixte technologique qui s'appelle CAP, qui était avec l'INRAE et d'autres instituts techniques à l'époque et qui est maintenant un laboratoire partenaire associé, donc voilà, qui est à Avignon avec côté INRAE l'unité mixte de recherche EMA qui est dirigée par Marie Weiss. Donc tout ça pour dire que ça reste une science récente, et là je vous présente ici sur cette slide la stratégie un petit peu qu'il y a eu autour du phénotypage depuis que cette communauté s'est structurée. Ce qui est arrivé au début, c'est qu'à partir de 2010, il y a eu les premiers tests des outils existants. Donc ça, c'est les outils qui existaient déjà, qu'on pouvait acheter facilement, pour lesquels on pouvait utiliser et essayer de caractériser le phénotype d'une plante. Dès 2010, on s'est rendu compte que ces outils qui existaient n'étaient peut-être pas suffisants, donc il fallait pouvoir designer nous-mêmes des outils qui nous permettaient potentiellement d'aller chercher des traits d'intérêt pour un organisme, pour une plante. Donc on a testé des capteurs qui existaient, on a testé et on a développé, c'est ça qui est important, des nouveaux vecteurs, j'y reviendrai par la suite, en mettant en place des partenariats de recherche et bien sûr des partenariats industriels, surtout quand on veut développer des nouveaux vecteurs. Et puis à partir de 2013, il y a eu vraiment le début du développement en production de chaînes de traitement et de mise au point d'algorithmes qui soient de plus en plus précis et de plus en plus robustes. Et l'intelligence artificielle en tant que telle, en tout cas comme elle a été définie par Hervé, quand je vais parler plutôt de deep learning, c'est à partir de 2015-2017 où on a vraiment 2015, la première preuve de concept que le deep learning peut être utilisé en phénotypage plante, notamment j'y reviendrai sur de la segmentation, et puis vraiment 2017 dans notre communauté où ça s'est beaucoup démocratisé. À noter aussi qu'autour de cette stratégie de phénotypage, il y a ce que vous avez ici à partir de 2018, c'est qu'on s'est aussi dit, donc il y avait des capteurs qui existaient, mais pour aller chercher des traits d'intérêt, il fallait potentiellement qu'on développe nos propres capteurs. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait notamment dans une collaboration avec Agrophotonics, avec Photonics Bretagne, autour de l'agrophotonique, c'est-à-dire on s'est associé avec des spécialistes
de la photonique, donc spécialistes de la lumière, pour potentiellement développer des capteurs qui nous permettront d'aller chercher des traits d'intérêt. Je pense par exemple à des choses qu'on fait autour de la fluorescence pour aller capter de l'activité photosyntétique. Et puis après, avec toute cette expérience, tout ça, on l'a fait principalement sur blé et maïs, on a pu développer des outils et des vecteurs et capteurs spécifiques pour de phénotypage d'autres cultures, en tout cas pour Arvalis, comme le lin et la pomme de terre. Donc, quand on parle de phénotypage, c'est un peu ce que je vous ai dit sur la diapo précédente, il nous faut des vecteurs, des capteurs, on récupère des données, il faut qu'on traite ces données, et il faut que l'objectif, qu'il y ait une application opérationnelle derrière d'un point de vue agronomique. Donc les vecteurs, il y en a des multiples, il y en a de tout type. Il y a des vecteurs piétons, comme vous l'avez sur la photo en haut à gauche, là c'est une perche littérale, je pourrais vous la présenter par la suite. On a des tracteurs qui portent des capteurs, comme les phénomobiles, qui ont été développés en collaboration avec INRAE notamment, et vous pouvez avoir des satellites. Et ensuite, vous avez donc ces capteurs, qui peuvent être des caméras RGB, des caméras multispectrales, des spectroradiométres, des lidars et d'autres, qui vont, ce duo va nous permettre potentiellement, d'acquérir des données phénotypiques à différentes échelles. Et ces échelles sont bien entendu très différentes selon le capteur et selon le vecteur. C'est ce que vous avez sur le graphique en haut à droite. Et aujourd'hui, je vais principalement vous parler de nos capteurs, de nos vecteurs plutôt piétons et type phénomobile et drone, et ce qu'on a fait autour des caméras RGB, même si bien sûr les applications que je vous présente ont aussi été faites autour du multispectral ou de l'hyperspectral, en tout cas en utilisant l'intelligence artificielle. Donc, pourquoi nous, Arvalis, on utilise ces outils de phénotypage? C'est un peu la question. Donc vraiment, le but, c'est d'acquérir des références numériques autour de l'amélioration des cultures, l'amélioration variétale, autour de la conduite des cultures et autour du développement potentiellement de nouveaux systèmes de culture, donc pour répondre bien sûr au contexte de changement climatique, caractériser des plantes, évaluer des plantes vis-à-vis de stress, qu'ils soient biotiques ou abiotiques, pour pouvoir fournir des variétés qui seront les plus adaptées possibles ou les plus stables, plastiques ou résilientes possibles selon la stratégie qu'on utilise aux conditions climatiques de demain. Et déjà d'aujourd'hui, ça serait déjà pas mal. Et donc on a 3 échelles d'accès. Donc Arvalis, Institut technique agricole, le but c'est de fournir des informations aux agriculteurs et qu'ils puissent les utiliser. Donc on a bien sûr autour du phénotypage 3 types d'échelles, c'est-à-dire tout ce qu'on va faire autour de l'amélioration des plantes, ce qu'on appelle nous l'appui à sélection, en étant en étroite collaboration avec les sélectionneurs, parce qu'on ne sélectionne pas, c'est les sélectionneurs qui font le plus dur du boulot, nous on essaye de les accompagner du mieux possible, c'est vraiment de pouvoir fournir des variétés qui sont adaptées à différents stress. On va pouvoir utiliser ces outils de phénotypage aussi autour de la caractérisation variétale. Donc c'est ce qu'on va faire dans nos essais de post-inscription, par exemple, ce qui va nous permettre de pouvoir comprendre le fonctionnement des plantes dans cet environnement et de pouvoir donner le mode d'emploi à l'agriculteur pour que la variété soit utilisée dans les meilleures conditions. Et puis il y a tout ce qui tourne autour de la conduite des cultures, où il va y avoir potentiellement des résultats à apporter directement, comme je pense à l'outil FarmStar, qui est un outil qui nous permet de faire du pilotage de la fertilisation, notamment grâce à des satellites. Et donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour que ça soit utilisé et que ça soit efficace? Il faut que ça soit des méthodes qui soient rapides et qui fassent économiser du temps aux techniciens qui vont d'habitude faire les observations visuelles. Donc, il y a vraiment cet objectif que ces outils doivent nous permettre d'économiser du temps. Il faut que ça soit reproductible et non destructif. Et ça, c'est l'intérêt des méthodes de phénotypage. Avec les méthodes de phénotypage, on est capable d'aller chercher de la biomasse. Cette biomasse, on peut aller la chercher sans détruire les plantes. Alors que si on fait de la biomasse de façon classique, il faut arracher la plante, il faut peser, et c'est comme ça qu'on l'a. Donc ça nous permet d'avoir des méthodes qui sont non destructives. Ça nous permet aussi de pouvoir aller acquérir des données dans des systèmes un peu plus complexes que ce qu'on faisait classiquement. On peut travailler un peu plus facilement l'association, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire, c'est développer des méthodes de phénotypage numérique, et j'en reviendrai par la suite, pour caractériser dans des associations des croissances des différentes espèces qui sont la composante de l'association. Ça peut être aussi utile autour des expériences d'on-farm experiments. Ça peut aussi, et c'est ça qui est important, potentiellement nous permet d'identifier de nouveaux traits, donc qui peuvent être invisibles à l'œil, mais que les outils de phénotypage numérique peuvent aller chercher. On parlait de fluorescence et donc l'activité photosynthétique. Ça peut se faire que par des outils de phénotypage numérique.
Et puis, il faut, bien entendu, pour que ça soit utilisé, et ce qu'on a besoin, c'est que ce soit des outils qui permettent de diminuer la pénibilité du technicien, et en tout cas de la personne qui va aller faire les mesures. Il y a encore quelques barrières à l'adoption, mais je vais passer, j'y reviendrai en fin de présentation. Donc, nos outils de phénotypage au sein d'un institut technique comme Arvalis. Donc, Arvalis, il y a 26 sites en France. Et bien, tous nos sites sont équipés d'outils de phénotypage. Ce qui nous permet d'acquérir un nombre de références et de données qui est assez significatif. On a on va dire un peu notre vaisseau mère autour du phénotypage, c'est Phénophile, qui est issu justement de l'investissement d'avenir en lien avec Phénome, donc le PIA, sur le plan d'investissement d'avenir. Où Phénophile, c'est quoi? C'est des serres mobiles, ce qui nous permet donc de travailler le stress hydrique, avec des portiques qui contiennent des capteurs et donc qui nous permettent de caractériser des plantes dans des environnements stressés, principalement des stress hydriques, notamment pour pouvoir ensuite aller potentiellement identifier des QTL ou des gènes d'intérêt qui permettent d'être adaptés à différents stress. Et puis après, on a nos autres outils type tracteur avec capteur qui sont Phénomobile, Alfie, la Phénomobile 2. On utilise des drones, des mini-résotrons et la perche piéton. Juste un petit bref focus sur la piège piéton, parce que là, c'est un système qui a été complètement développé par Arvalis, donc la propriété intellectuelle est Arvalis. Le concept a été imaginé notamment dans le cadre d'un projet financé par le CASDAR. Donc c'est un kit piéton qui nous permet de pouvoir faire des mesures à nos parcelles d'expérimentation, avec ici un écran tactile, et derrière différents types de capteurs sur ce kit piéton, qui sont des caméras RGB, on a une caméra proche infrarouge, on a des inclinomètres, enfin différents types de capteurs qui nous permettent à la fois de prendre des images de façon complètement standardisée, et en plus de pouvoir potentiellement identifier différents traits à partir de cette analyse d'image. Et donc c'est là que vient et qu'arrive l'intelligence artificielle. La question, c'est un prompt que j'ai fait sur ChatGPT en préparant le topo. Je lui ai demandé comment l'intelligence artificielle, tu nous as aidé à accélérer nos avancées autour du phénotypage des plantes. Et donc, il me l'a figuré comme ça. Donc, il m'a dit, voilà, il faut des capteurs, on fait des images de plantes, on a beaucoup de données phénotypiques, ça c'est clair, c'est ce qu'on obtient. Et moi, j'interviens ici au milieu, grâce à mes algorithmes d'intelligence artificielle, je vous permets de découvrir des nouveaux traits. Et très clairement, c'est exactement là, en tout cas c'est principalement là, qu'intervient pour nous l'intelligence artificielle dans toutes nos activités autour du phénotypage numérique. Donc c'est très bien parce que Hervé a présenté ça déjà de façon très brillante et très claire. Donc comme ça, je ne dirai pas trop de bêtises, je vais passer assez vite. Mais donc l'intelligence artificielle, comme ça a été dit, c'est une capacité d'un système à pouvoir performer des tâches, on va dire intelligentes, en tout cas qui auraient nécessité l'intelligence humaine. Et donc fait par un ordinateur. Et dans l'intelligence artificielle, vous avez et le machine learning et le deep learning. Et nous, ce qui est très important, ce qui a été déjà très bien dit en introduction de la journée, ce qui a fait un gap dans nos analyses d'images en termes de phénotypage numérique, c'est vraiment le deep learning, qui nous a vraiment permis d'accélérer et d'aller plus loin dans la caractérisation des traits de génotypes d'intérêt. Pourquoi? Parce que le machine learning, il fallait faire ce qu'on appelle, vous aviez l'input, il fallait que l'humain fasse une extraction des caractéristiques. C'est ça qui était nécessaire. Il fallait lui dire, je vais peut-être un peu caricaturer, mais on faisait une image, on l'entourait, voilà, ici c'est les feuilles, à partir de là, donne-moi la surface verte, et à partir d'ici, je peux t'identifier un indice de fraction de vert. Le deep learning, ce qui nous a permis, c'est que c'est lui-même, avec des données qui ont été annotées, des données d'apprentissage, comme ça a été présenté précédemment, c'est lui-même qui va faire les sorties de ces caractéristiques et qui après, grâce aux réseaux neuronaux, va permettre de pouvoir identifier les traits d'intérêt qu'on recherche. Juste peut-être 3 éléments de sémantique dans ce qu'on utilise en termes de phénotypage numérique. On parle de classification, détection, localisation et segmentation. La différence, c'est quoi? Donc vous avez la classification. C'est ce qui permet d'identifier un objet dans une image. Donc là, l'exemple, il est très simple. C'est sur la maladie de l'ESCA. C'est est-ce qu'il y a une maladie dans mon image? Et c'est oui ou non.
Ensuite, il y a tout ce qu'on appelle autour de la location et de la détection, c'est-à-dire où est la maladie dans l'image. Donc là, elle va plutôt faire des carrés, des rectangles avec l'ensemble des pixels, en tout cas, ou là où il y aurait la maladie. Et ce que le deep learning nous a permis de faire de façon beaucoup plus précise, c'est la segmentation sémantique. Et ça qui a été très utile, en tout cas qui est très utile pour les collègues qui développent les algorithmes autour du phénotypage numérique, c'est que la segmentation nous permet, dans l'image, de lui demander quels sont les pixels pour lesquels la maladie elle est présente. Et donc c'est vraiment ça qui nous a permis, vous verrez dans les applications que je vous présente par la suite, qui nous a permis d'aller plus loin. Donc ça, je vais passer. Donc, comme je vous disais, l'apprentissage profond, le deep learning, c'est vraiment au cœur de nos processus d'analyse d'image. Maintenant, c'est quelque chose qui est complètement ancré dans nos routines. En tout cas, c'est les modèles qu'on cherche à développer, parce que ça nous fournit des variables qui sont aussi en plus assez similaires de celles qui peuvent être mesurées par les équipes techniques. Et puis, j'y reviendrai, ça permet la standardisation des méthodes et des traitements, des méthodes de traitement. Par contre, et ça a été évoqué aussi, une des grosses limites, c'est qu'il y a besoin des données d'entraînement. Et selon la qualité et la diversité des données d'entraînement, il peut être plus ou moins difficile de développer les algorithmes qui vont permettre d'aller chercher le trait d'intérêt. Aussi, quelque chose qui est souvent indiqué dans la littérature, et puis ce qu'on expérimente, que l'équipe expérimente, c'est la robustesse du modèle. Parce que entre les données, les datas annotées pour lesquelles le modèle s'entraîne et après va pouvoir potentiellement faire la segmentation, il peut être très difficile d'avoir une générosité de ces modèles vers d'autres domaines d'application. Exemple, quand vous prenez un plant de blé, une plante de blé, entre le stade épi 1 cm et la maturité, ça reste une plante de blé, mais néanmoins, ça a quand même un phénotype qui est complètement différent. Et donc, selon les données d'apprentissage que vous donnez, il pourra plus ou moins facilement reconnaître la plante de blé. Donc, c'est pour ça que ça demande beaucoup de données d'entraînement et essayer quand même d'avoir cette générosité ou cette translationnalité des modèles vers d'autres applications. Donc là, c'est aussi un enjeu important. Donc, les approches qu'on utilise, je vais vous donner des exemples d'applications, comme ça vous verrez justement comment on utilise ces modèles. Je vais vous parler d'approches traditionnelles de deep learning, très brièvement de collaboration qu'on a avec PlantNet, et puis aussi quelques nouvelles techniques qui sont en train d'émerger, qui vont pouvoir potentiellement nous permettre de limiter les efforts d'annotation, et donc potentiellement d'aller peut-être plus vite dans le développement de nouveaux traits, en tout cas dans l'analyse d'image. Donc, le classique, deep learning, quand je vous l'ai dit, première preuve de concept, je crois que c'est sur Arabido 2015, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'est 2015. 2017, au sein d'Arvalis, on commençait à y travailler en essayant d'acquérir des images. Et puis, il y a eu en 2020 et 2021 un premier data challenge qui s'appelait le Global Width Head Detection, pour lequel Arvalis a fourni des images justement annotées et labellisées. Donc il y avait 7 pays qui ont fourni des images, il y avait un peu plus de 4700 images. Et puis il y avait 185 épis labellisés dans ces images. Donc c'est-à-dire que c'est des collègues ou des boîtes maintenant spécialisées qui vont étiqueter les images pour dire ici il y a un épi. Donc il y a eu un data challenge qui a été fait. Et donc suite à ce data challenge, il y a eu des modèles, un modèle qui a été lauréat. Donc, quand c'est des data challenge, ça vient complètement de l'open source, et c'est une communauté qui marche beaucoup sur l'open source aussi, et ce qui permet également de bien avancer. Et donc, ce modèle, nous, on l'a incorporé dans nos traitements, en production, pour traiter nos images. Et bien sûr, après, on l'améliore au fur du temps, mais en tout cas, on a pu implémenter ce modèle dans nos process. Et ce qui fait qu'on a maintenant, en routine et en production, c'est-à-dire que la capacité de compter des densités d'épis au champ avec nos différents outils et vecteurs de phénotypage, que ce soit la perche littérale ou les phénomobiles notamment. Et ce qui est très intéressant, et c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que c'est quelque chose, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà fait de mesurer des densités d'épis, mais c'est quand même lourd, c'est long. Quand on fait ça de 8h à 17h, du 8h du matin à 17h du soir, ça peut être lourd. On n'a pas forcément la même accuracy, en tout cas la même précision à chaque fois. Et c'est ce qu'on voit ici, c'est que cet outil de phénotypage numérique nous permet, en tout cas, d'avoir des corrélations entre essais qui sont plus importantes qu'avec des corrélations manuelles, du fait justement qu'en observation visuelle, ce n'est pas si simple non plus de pouvoir compter des épis.
Et puis maintenant, on a beaucoup de traits en végétation qui sont disponibles, qui sont directement implémentés en routine dans nos chaînes de traitement d'analyse d'image. Donc c'est tout ce qui est vert foncé, donc on considère un TRL supérieur à 7, c'est-à-dire que c'est opérationnel chez nous au sein d'Arvalis. Donc on fait de la fraction de couverture, de la sénescence, du FIPAR, des angles folaires, du port, de la hauteur, qui nous permet de caractériser ça en routine, le comptage de plantes, et puis ce qu'on travaille de plus en plus aussi, c'est autour des propriétés biochimiques, donc contenu en chlorophylle. Et puis là où on n'est encore pas arrivé au bout, c'est tout ce qui est autour des maladies et des traits fonctionnels, où là il y a encore un challenge, je reviendrai par la suite, où il y a encore du boulot pour réussir à avoir des méthodes robustes pour bien caractériser des sénescences qui sont liées à des maladies. Et puis donc là c'est un exemple sur le blé, le tableau que vous avez en haut à gauche, et puis on l'a aussi sur d'autres céréales. On n'a pas forcément autant de traits, mais on en a quand même pas mal sur l'orge, sur le lin, sur la pomme de terre et sur le maïs. Donc comme je disais, ça c'est intégré et déployé dans les protocoles d'Arvalis. On a un peu plus de 50 000 observations par an, je crois que c'est même un peu plus cette année. Et ça revient sur les questions qui étaient posées ce matin, c'est après le calcul, le stockage des données, et donc ça pose aussi d'autres questions en termes de sobriété énergétique. Et c'est-à-dire que le but, c'est pas d'acquérir de la donnée pour acquérir de la donnée, c'est que quand il y a dans un protocole, on doit acquérir des données de phénotypage, il faut que ça puisse être utile par la suite, quoi. Et puis, on a encore un peu le besoin de convaincre encore les utilisateurs sur l'intérêt du phénotypage numérique, en tout cas de ces outils, notamment en travaillant sur, comme je l'avais dit un peu, la capacité, la facilité par contre d'implémentation, l'économie, parce que ça coûte quand même de développer des capteurs et d'acheter des capteurs. Et puis on travaille pas mal aussi sur démontrer la précision et les limites que peuvent avoir les outils de phénotypage numérique entre eux. Donc on a un projet Carnot là justement qui nous permet d'objectiver ça du mieux possible pour avancer sur cette thématique-là. Quelques autres cas d'usage, donc on parlait végétation. On a le système racinaire, donc un système qui est compartiment, qui est très difficile à aller phénotyper. Très clairement, dans le sol, aller chercher des racines, c'est pas simple. Il y a des méthodes d'observation visuelle disruptives qui permettent d'aller mesurer et calculer la biomasse racinaire, mais donc ça reste disruptif et c'est très très lourd et long à faire. Donc on travaille au sein d'Arvalis et avec d'autres partenaires, notamment dans le cadre d'un projet qui s'appelle Route to Rest, qui est un projet européen qui est coordonné par Arvalis, à essayer, par l'intermédiaire de mini-résotrons, donc c'est des tubes qu'on met dans les sols, de pouvoir caractériser le système racinaire. Donc on fait passer ensuite un scanner. Le scanner va prendre une image du système racinaire, donc des racines qui touchent en gros le tube, ce que vous avez ici. Et après, grâce aux outils de deep learning, on va aller mesurer des densités racinaires, des diamètres de racines et de la distribution des racines. Et ça, c'est potentiellement intéressant pour nous, pour essayer de comprendre comment des plantes ou des génotypes de plantes réagissent plus ou moins un certain stress abiotique par l'intermédiaire de leur système racinaire. Et donc, on peut potentiellement identifier, c'est un peu le travail de ce projet, des idéotypes qui permettent de dire, avec des plantes avec un système racinaire qui est plutôt horizontal ou plutôt vertical, ça va permettre de répondre à un stress X ou un stress Y. En tout cas, c'est la stratégie qu'il y a derrière ces outils. Voilà, c'est un exemple. Ça marche plutôt pas mal. Il reste encore du développement, mais on arrive quand même à avoir une certaine dynamique du système racinaire. Il y a la reproductibilité et la précision qui reste notamment à travailler, entre autres. Autre exemple, on a parlé tout ce qui est autour des plantes et du phénotypage. Au sein d'Arvalis, on travaille aussi la première transformation. Et donc, on travaille la qualité technologique des productions qui sont au sein d'Arvalis. Et donc, on travaille la pomme de terre, donc on travaille sur les frites et les chips notamment. Et il faut savoir que sur les frites, en post-inscription, on mesure la coloration à la friture. Il faut savoir qu'une frite qui devient marron, normalement, c'est qu'il y a un peu trop de sucre, donc potentiellement de la production d'acrylamide, et donc potentiellement pas très bon pour la santé. Et donc, c'est des collègues qui notaient avec une échelle de notation visuelle la coloration de l'aptitude à la friture des variétés qui étaient inscrites en France. Et donc, on a pu développer, grâce à un algorithme d'analyse d'image basé sur du deep learning, quelque chose de très simple, qui permet maintenant d'avoir une notation très objective de la coloration à la friture et de pouvoir justement diminuer la pénibilité
de l'exercice pour les collègues techniciens qui faisaient ce travail-là. Et autre exemple, c'est autour de l'agriculture de précision. Ça a aussi été évoqué par Hervé Monod. Ça, c'est l'IA là-dedans, l'intelligence artificielle et en tout cas la reconnaissance d'images nous permet aussi des avancées qui vont être potentiellement intéressantes pour diminuer les intrants et notamment les intrants chimiques. Et un exemple qui est assez marquant, c'est la détection des adventices. Il y a plusieurs moyens maintenant de détecter des adventices grâce à des capteurs, ce qui peut permettre ensuite de faire du désherbage mécanique ou du désherbage localisé, d'où l'agriculture de précision. Et donc, je vous ai mis ici un exemple qu'on a travaillé avec ARA et EcoRobotics, donc une entreprise qui propose ce type de système. Donc, on n'a pas du tout, nous, travaillé sur le développement de leur algorithme, hein, c'est eux qui l'ont fait de leur côté, mais on a pu tester l'outil. Et ce qu'on a pu, des chiffres que je vous montre là, c'est dans des essais maïs. On a pu démontrer qu'il y avait plutôt une bonne détection et une bonne application de l'outil sur les adventices qui étaient présents en interrang ou dans le rang. Vous m'excuserez, parce que je ne me rappelle plus exactement. Et en tout cas, ce qu'on a pu mesurer, c'est que ça permettait une réduction de produits phytosanitaires, en l'occurrence d'herbicides, de 59 à 78% dans les essais testés avec ce type de matériel. Donc voilà, potentiellement quelque chose d'utile et d'intéressant en agriculture de précision. D'autres approches, notamment pour limiter ce que je vous ai dit, un gros goulot d'étranglement, c'est les données à noter et de fournir des données à noter pour entraîner les modèles. Donc ça a déjà été évoqué, puis ça sera très bien présenté cet après-midi par le collègue de PlanNet. Il y a des approches collaboratives qui nous permettent de continuellement entraîner des modèles en faisant intervenir les utilisateurs dans la validation ou non de la prédiction fait par le modèle. Mais voilà, je pense que c'est très mal expliqué, ça sera très mieux dit cet après-midi. Mais juste pour vous dire que ce type d'application, ce type de collaboration qu'on peut avoir, ça peut avoir des applications agronomiques d'importance. Je pense ça a été évoqué, on a le projet Parade qui permet de parler de détection des adventices. Mais on a aussi un autre projet PEPR qui est le Plante Agroéco où on travaille les associations de culture. Et avec ce type d'approche et de modèle de deep learning et les collaborations qu'on peut avoir avec PlanNet, ça nous a permis de commencer à développer des modèles qui nous permettent, à partir d'une seule image, de détecter à la fois des adventices, à la fois les deux espèces qui peuvent être en association. En l'occurrence, ici, c'est des céréales et du pois. Et l'intérêt de ce type d'outil, en tout cas pour nous, ce qu'on y voit en termes d'opérationnalité derrière, c'est qu'on va pouvoir potentiellement faire des essais, on va pouvoir faire des mesures de cinétique de biomasse entre les espèces qui sont en association, par exemple là le pois et le céréal, et pouvoir identifier les génotypes qui se comportent le mieux avec le céréal ou inversement les génotypes de céréales qui se comportent mieux avec le pois sur des effets de compétition à la lumière ou aux nutriments, par exemple. Donc là, c'est des choses qu'on travaille de façon un peu plus importante là, depuis 2 ans. Et les dernières approches, et je vais aller assez vite, ce qui se développe dans le deep learning maintenant depuis 2 ou 3 ans, donc ça a été aussi un peu évoqué, c'est les approches semi-supervisées. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, dans les approches semi-supervisées, c'est que le besoin de données à noter, à apporter au modèle est moins important que ce qu'on faisait avec les approches de deep learning classique. Est moins important. Et donc, c'est ce qui a été fait là cette année, toujours avec un data challenge avec le Global Wheat Dataset. C'est que là, à partir de seulement 1096 images à noter, qui ont été labellisées avec un objectif de segmentation sémantique par organe, c'est-à-dire avec épis, feuilles et tiges, d'essayer de développer un modèle qui donc permet de faire cette segmentation. Et donc, il y avait 1096 images à noter. Ensuite, il y a 52 000 images qui avaient été fournies sans les annotations. Et le modèle, de façon semi-supervisée, s'est entraîné. Et les sorties sont plutôt très convaincantes. En tout cas, c'est très encourageant en tout cas, en termes de sorties liées à ces modèles. Donc, c'est une approche qui peut être intéressante pour réussir à limiter le nombre de données d'entraînement. Et la dernière approche, donc j'aurais pas dû mettre unsupervised, j'aurais dû mettre self-supervised plutôt que comme approche, c'est ce qui a été présenté, c'est autour des modèles de fondation.
qui commence bien à se développer aussi dans l'analyse d'images. Et là, c'est une collaboration très récente avec une université de Nanning en Chine, où là, il y a un modèle donc un modèle de fondation qui a été entraîné à partir de 3 millions d'images non annotées de blé. Et les sorties commencent à être assez intéressantes. Parce que ce que j'ai lu de la littérature, c'est ce qu'on avait en termes de modèles de fondation sur l'analyse d'images. C'était plutôt des modèles très généralistes d'images. Et donc là, l'idée, c'est plutôt d'avoir un modèle spécifique sur une grande culture, comme le blé, et voir ensuite derrière si les sorties pourraient être transférables vers d'autres types de cultures qui s'en rapprochent, comme le riz ou d'autres espèces. Et donc, c'est ce qu'ils ont fait dans cette étude, et les résultats sont plutôt encourageants. Donc, pour conclure, donc je l'ai dit, le phénotypage, c'est quelque chose de central dans les activités d'un institut technique. J'espère que j'aurai réussi à vous démontrer les intérêts et pourquoi on travaille le phénotypage haut débit et le phénotypage numérique. Donc, on a beaucoup de vecteurs, beaucoup de capteurs, donc on a beaucoup de jeux de données, et que très clairement, le deep learning notamment nous a permis de faire des progrès significatifs là, depuis 10 ans dans l'analyse d'images. Ça nous a permis d'accéder plus rapidement à des nouveaux traits. Et puis, ce qui est maintenant, c'est largement utilisé dans nos réseaux pour différentes applications. Comme vous avez vu, il nous reste bien sûr à aller plus loin dans certaines applications, que ce soit encore plus utilisé en routine pour caractériser notamment les variétés qu'on peut tester dans nos essais. Et puis, ce qui est aussi tout intéressant avec cette communauté, c'est une communauté qui est trop open source. Et donc, ça avance aussi parce qu'on partage beaucoup les résultats et les avancées, les images surtout et les données annoter, ce qui nous permet d'aller plus vite dans le développement d'algorithmes. Comme je l'ai dit, il y a de nouvelles méthodes d'intelligence artificielle donc, que je connais assez peu, mais qui ont l'air d'être en tout cas très, très encourageantes, en tout cas qui ont l'air de fournir des premiers résultats qui permettent de voir ce qu'on pourrait faire dans le futur, avec quand même la question qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir de la donnée pour avoir de la donnée, mais commencer à réfléchir aussi sobriété énergétique dans l'utilisation de ce type de données. Et puis, pour aller plus loin, les perspectives qu'on a en termes de nouveaux traits à aller acquérir grâce à ces méthodes de phénotypage numérique, c'est principalement, je vous l'ai dit, autour de la détection des adventices, parce que c'est un enjeu en grande culture, c'est clairement un enjeu, la lutte contre les adventices. Peut-être aussi aller plus loin dans la détection des maladies, soit fongiques ou virales. On a un exemple d'application qui va bientôt sortir autour de la maladie de la jaunisse nalisante de l'orge, où avec l'outil du littéral, on commence à pouvoir caractériser assez bien la maladie, mais il faut qu'on ait plus de traits autour de la détection et la caractérisation de symptômes liés à des maladies. Et puis des choses qu'on travaille aussi, c'est de pouvoir, avec ce type d'outils, caractériser la phénologie d'une plante. Et par exemple, on travaille sur le fait de pouvoir, avec des outils de phénotypage numérique, mesurer le stade épi 1 cm, qui est un stade important dans la céréale, parce que ça sert dans beaucoup de nos modèles de culture. Et donc le but justement, c'est de pouvoir avoir ce type d'outils de phénotypage numérique pour pouvoir ensuite, abreuver nos modèles de culture et pour pouvoir les utiliser pour des applications qui sont assez diverses et variées. Voilà, merci pour votre attention et un grand merci à tous les collègues qui m'ont aidé à faire cette photo. Merci Romain Balade. Donc, est-ce que vous avez des questions sur cet exemple concret, sur le phénotypage ? Ça me fait drôle de te remercier via une caméra, mais merci Romain pour ton exposé qui était très clair. Je peux le regarder quand même. Bon, merci Romain pour ton exposé qui est très clair. Le phénotypage, on sait tous que ça coûte très cher. Je me posais la question pour Arvalis. Est-ce que vous envisagez, est-ce que vous travaillez déjà l'envirotypage qui permet en fait de limiter les plantes qui sont essayées et prédire un peu leur performance dans un environnement complètement différent pour justement limiter le nombre de génotypes à tester? Oui, en tout cas, la thématique envirotypage, ça sera justement, c'est quelque chose qu'on travaille, parce que par rapport à ce que j'ai dit en introduction, il faut qu'on travaille le génotype, l'envirotypage, le management et le phénotype et le résultat de ces interactions. Donc on a beaucoup de travaux également autour de l'envirotypage pour réussir à mieux caractériser les environnements dans nos différents essais. Voilà. Mais néanmoins,
justement, pour que ça soit pertinent, il faudra toujours que cet envirotypage, pour moi, soit relié à toutes les données de phénotypage numérique qu'on continue à acquérir, parce que c'est justement, je pense, la force et l'information apportée par les deux éléments, en tout cas ces deux thèmes, qui nous permettra de pouvoir potentiellement prédire le comportement d'un génotype dans un environnement donné. Et ça, c'est le travail qu'on essaye de mener en collaboration avec les sélectionneurs, mais je pense que Philippe en parlera peut-être un petit peu en parlant de sélection génomique par la suite. Merci. Hervé Pillot, Ferme Digitale. Je vais intervenir cet après-midi, mais je me permets malgré tout une question. Vous avez parlé d'un modèle de fondation à créer à partir du blé et des images. Est-ce que vous ne pensez pas que de fine-tuner, de plugger ça sur des modèles de fondation existants d'images serait pas plus performant et moins cher en énergie et en temps aussi un peu tout et plus précis? En fait, profiter du travail qui est fait de façon plus générale. Donc peut-être que c'est là que j'étais peut-être un peu trop approximatif et que le vernis autour de l'IA s'effrite. Mais en fait, de ce qui a été fait sur ces modèles d'apprentissage et ce modèle de fondation, par exemple, moi, ce que j'ai compris de ce papier-là, c'est qu'ils sont basés quand même sur des architectures qu'ils connaissent. Voilà. Mais qui l'ont adapté sur les 2,5 millions, à 3 millions, mais 2,5 millions d'images de blé. Voilà. C'est ça que j'ai compris. Oui, ils sont basés sur des technologies, bien sûr, existantes, mais adaptés spécifiquement sur du blé en se disant, le souci, c'est qu'entre les données d'entraînement et puis donc le domaine d'application et puis les domaines ensuite, entre le domaine d'entraînement et les domaines d'application, on a du mal à avoir ce transfert. Donc l'idée, c'était ça, c'est se dire, si on a un modèle de fondation, basé sur du blé, peut-être qu'on arrivera plus facilement à transférer vers d'autres cultures ou d'autres types de jeux de données. Voilà. J'espère que ça répond à la question. Bonjour, Muriel Archipiano de chez l'IDEA. J'ai une question qui me brûle les lèvres parce que je pense qu'on fait tous du phénotypage par imagerie depuis quelques années. Et en fait, je me questionne vraiment sur le coût environnemental. Parce que quand on fait juste une mesure pour remplacer un coût de main-d'œuvre, bon, il y a l'aspect sociétal, puisqu'il y a des gens qui n'ont plus de travail. Mais vraiment, je me pose la question par rapport au coût environnemental. Et on parle de sobriété tous, on parle de décarbonation, de feuille de route de décarbonation. Et je voulais savoir où vous en êtes sur ces réflexions-là. Alors, très clairement, on est au balbutiement de la réflexion sur ces questions-là. C'est des choses qu'on commence réellement à se poser comme question, parce que là, on voit au début, tous les ans, on n'acquérait pas tant de données que ça, mais maintenant, c'est 1 Tera, voire 2 Tera par an. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut commencer à stocker, comment on le stocke. Donc on commence réellement à se poser cette question. Et je sais du fait que Arvalis est une des tutelles de Phénome, qu'au sein de Phénome, donc l'infrastructure de recherche, il y a des réflexions sur comment, collectivement, on peut travailler sur la sobriété énergétique autour du phénotypage numérique. Donc voilà. Donc là, il y a des réflexions qui sont en lien avec la feuille de route de Phénome sur cette thématique-là. Pauline Robert de Secobra Recherche. Merci pour la présentation. J'avais plus une question sur l'acquisition des images, parce que vous travaillez avec plusieurs outils pour acquérir ces images-là. Est-ce que vous avez pensé à l'acquisition d'images par satellite? Parce qu'on sait que pour les drones, ça va être très compliqué en fonction des conditions météo d'avoir une belle vue du champ en entier. Donc je voulais savoir si vous aviez commencé à travailler là-dessus. Historiquement, je n'étais pas encore sur Arvalis, mais une des premières choses qu'on a fait, c'est FarmStar, et c'était de la télédétection basée sur satellite, pour justement récupérer des indices pour travailler la fertilisation. Donc les travaux sur satellite, ça continue, toujours. Arvalis, nous, un peu moins, toujours quand même autour de le pilotage de la fertilisation azotée, parce qu'on travaille toujours sur ces aspects, et on a toujours des collaborations fortes avec Airbus, justement, pour travailler ce critère-là, cette thématique-là. Et après, on a assez peu d'autres actions en développement avec les satellites autres que celui-là. Mais ça, c'est des choses qu'en tout cas que la communauté scientifique continue très fortement à travailler. Je pense notamment, il y a aussi des travaux qui sont menés, parce qu'on est dans un PEPR où on travaille l'efficience de la photosynthèse, et on travaille aussi avec des collègues qui, justement, avec les modèles globaux,
prises et des analyses d'images de satellites réfléchissent justement à travailler sur cette activité photosynthétique à l'échelle d'un continent ou d'un pays notamment. Merci. Je vous propose de faire une pause.